en partenariat avec Trade Republic, on a l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Mathias, ancien trader, aujourd'hui DG France et Benelux. On va parler un peu de ça, de l'aventure Trade Republic. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu voudrais nous raconter un peu ton passé de trader et qu'est-ce qui a fait que tu l'as quitté ? J'ai commencé à travailler en finance 2 semaines avant la faillite d'une très grosse banque américaine qui s'appelait Lehman Brothers. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Donc je suis crise natif en finance, donc j'avais bien choisi mon secteur déjà. Tu vois. Et j'étais jeune, j'avais 24 ans quand j'ai commencé. Initialement, j'étais diplomate à la base, donc ça avait pas grand-chose à voir. J'ai vécu 1 an au Kyrgyzstan, en Asie centrale, où il n'y a pas beaucoup de tech pour le coup. J'ai essayé le service public. Le service public et moi, c'était pas trop ça. Donc j'ai basculé en finance. Je me suis éclaté là-dedans. Les salles des marchés, c'est l'un des environnements de travail dans le monde les plus stimulants, les plus exigeants. Et c'est une école du travail, enfin de la méthode de travail, qui est vraiment exceptionnelle, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Est-ce que ça ressemble vraiment au Loup de Wall Street ? Pas du tout. Vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Il n'y a pas de film. Alors, il y a le film sur Kerviel qui est pas si mal fait que ça. Le 24 janvier 2008, la Société Générale présente ses résultats pour l'année passée et elle annonce avoir découvert qu'un de ses traders a pris des positions secrètes qui vont lui faire perdre près de 5 milliards d'euros. Et moi, j'étais dans l'équipe, dans une banque qui était l'équivalent de l'équipe de Kerviel à la Société Générale. Donc, je vois très très bien ce qu'il faisait. Et il a pu faire ce qu'il a fait aussi du fait des faiblesses technologiques des grosses banques. C'est pour ça que c'est un sujet. C'est quelqu'un qui avait l'autorisation d'engager des sommes au nom de la banque sur les marchés et qui a engagé 100 fois plus. Et quand tu parlais des failles, du coup, c'était quoi les failles qui permettaient de faire de telles transactions ? Faut imaginer qu'à l'époque, l'immense majorité des salles des marchés du monde entier fonctionnaient sur Excel. Faut imaginer que la qualité première d'un stagiaire de salle des marchés pendant des 15 ans, c'était d'être capable de développer en VBA. Donc à un moment donné, t'avais des ordres de bourse, quoi, énormes, hein. On parle de millions d'euros, tu vois, qui tournaient en VBA. Et donc, c'est ce qu'on appelle un fat finger. Tu regardes les cours de bourse. Parfois, tu sais pas pourquoi, un jour, d'un coup, t'as une bourse qui prend 10% pendant 3 secondes et qui redescend d'un coup. C'est ce qu'on appelle un fat finger. C'est un mec qui a fait une erreur de code dans VBA et qui a balancé un ordre de 1 milliard au lieu de 10 millions, si tu veux. Parce il s'est trompé de décimale, quoi, tu vois. Et c'est ça. Faut imaginer, c'est ça le truc. La ressource la plus rare, la plus difficile aujourd'hui pour une banque, c'est le développeur informatique. Ils n'ont pas spécialement envie d'aller travailler dans cet écosystème-là, en fait. C'est les technos des banques, ça fait pas toujours rêver, quoi. Ouais, c'est très complexe. Ouais, j'ai le souvenir encore, il y a 6 ans de ça, d'une banque française qui avait un système, on en parlait avant, totalement monolithique. C'était un très gros bloc. Et en fait, il y avait une mise à jour réglementaire à faire au 1er janvier. Et donc, c'est ce qu'on appelle une release. Et c'est une release où tu as le site de la banque qui marche plus pendant 48 heures. Et personne qui est capable de le résoudre. Okay, we're trapped, everyone for himself. Okay, let's go. Let's go. Donc voilà, quand moi je vois dans l'univers dans lequel je baigne aujourd'hui, qui est fait de release quotidiennes, de microservices, d'équipes agiles qui sont complètement indépendantes, qui sont complètement honneurs de leur code, etc. Où tu as moi, j'ai vu des fonctionnalités délivrées en 15 jours, tu vois, chez Trade Republic, c'est des trucs, 15 jours, tu faisais même pas les specs, quoi, tu vois, dans une grosse banque. Donc, c'est très étonnant de voir comment l'un des systèmes essentiels tourne sur Excel, quoi. Donc, c'est dingue. C'est dingue. Ça explique aussi l'émergence de ce qu'on appelle les fintech, parce que nous, Trade Republic, on se décrit pas comme une entreprise financière. On se décrit comme une entreprise tech avec une licence financière. C'est ce qui nous empêche pas de gérer pour le compte des Européens plusieurs dizaines de milliards d'euros d'épargne et d'être contrôlés tous les 4 mois par les autorités financières allemandes, de recevoir un nombre de tests d'intrusion, de travailler avec des, on appelle ça des white hats, je crois. Oui, des pentesters. L'enjeu majeur du système financier, ça reste la confiance, en fait. Et aujourd'hui, la confiance, elle vient de la tech. Si ta tech est robuste, si ta tech est fiable, et si elle est du coup peu chère aussi, mais c'est comme ça que tu crées de la confiance. Et donc, ce que je trouve assez fabuleux, c'est que personne sait ça. On dit tout le temps, la blockchain, ça remplace le tiers de confiance. Le tiers de confiance du système financier, c'est ce qu'on appelle les dépositaires. Et ça, c'est pépite. Mais au niveau technologique, c'est assez fabuleux. Le truc tourne sur des serveurs FTP, des batchs tous les soirs,
et des milliers de gens qui travaillent dans les back-office et qui vérifient les fichiers Excel. Et donc nous... Mais encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Oui, oui. Bien Je me sûr. posais la question, moi. Mais si c'était encore en aujourd'hui. prod, ça. Mais bien sûr. L'immense majorité du système financier, c'est géré par des humains qui vérifient des fichiers Excel. Et des FTP. Tous les jours. Et des Mais- XML. Non, mais des procédures. Non, mais- t'imagines, l'enjeu de confiance est colossal. Ouais. Mais vraiment colossal. Et ça tourne avec des gens qui vérifient des fichiers Excel, des fichiers d'erreur. Moi, je me rappelle très bien encore des trucs où un jour, t'as une banque qui t'appelle, un dépositaire qui t'appelle et qui t'explique que tes clients, tu viens de leur virer, en fait, 2 fois le montant de tous les virements qu'ils ont fait depuis 48 heures. Donc, tu dois expliquer à tes clients que, en fait, depuis 48 heures, ils se sont fait créditer double des virements qu'ils avaient fait et que c'est pas grave, on va leur reprendre la moitié, quoi. Et c'est ça, t'imagines? Et t'es là à vérifier des fichiers Excel, le virement et tout. Et du coup, d'après ce que tu dis sur la confiance et tout ça, et les fintechs, c'est quoi ta lecture sur l'avenir? Est-ce que les fintechs vont remplacer le système bancaire classique? En termes de pilotage de l'innovation, c'est un secteur qui est hyper intéressant. Parce que c'est un secteur où c'est extrêmement difficile d'innover, puisque la sécurité prime. L'immense majorité des fintechs ont échoué. Parce qu'en fait, créer de la confiance avec des millions de gens pour un truc aussi important que leur argent, tu le fais pas comme ça, en fait. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui ont cru, parce que c'est un secteur qui est encore archaïque, c'est un secteur qui prélève 2% de frais sur 5 000 milliards d'euros en France tous les ans, sans apporter aucune valeur ajoutée. Juste parce que les gens de plus de 35 ans, ils sont comme ça. C'est un secteur qui est extrêmement archaïque, mais qui ne peut être disrupté que de l'intérieur. Parce que le prérequis, c'est la confiance. Et une petite start-up de rien du tout, ça inspire pas la confiance. Et la verticalité du rapport d'autorité, et je le sais, hein, j'ai eu cette autorité dans ma vie passée. Moi, je suis un banquier repenti, donc je sais de quoi je parle. Non, mais j'ai pratiqué le truc. Et en fait, c'est tout un discours qui est servi à des millions de gens, et les gens qui y travaillent savent que c'est faux. Et alors ça, C'est je ça trouve le plus génial, en Je fait. trouve ça hyper intéressant et je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Je te fais un scénario typique, ok? Donc, je suis un jeune, ok? Je viens d'avoir mes premiers salaires, donc j'ai mon contrat, etc. Je commence à avoir un peu de quoi mettre de côté. On me dit de partout qu'il faudrait que je le fasse, que c'est bien. Mais moi, j'ai des sous, je sais pas où les mettre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on me dit souvent de faire? D'aller voir mon banquier. Est-ce que Mathias, c'est une bonne idée? Sinon, pourquoi? Les banquiers n'ont pas pour objectif ni pour mission de faire le mieux possible pour vous. Un banquier, dans une agence bancaire, c'est pas un conseiller. Un banquier, c'est un vendeur. Il a des objectifs mensuels et il doit placer auprès des gens les produits d'épargne, les produits financiers qui rapportent le plus à la banque. Je le sais, je l'ai fait. Et je vais vous raconter une scène qui est une scène réelle, que j'ai vécue moi-même. On est, il y a 4 ans, dans un restaurant étoilé parisien, à une dégustation de caviar. Véridique, je vous jure que c'est vrai. Organisé par un des gros assureurs français qui distribue de l'assurance vie. Il y a les patrons des plus grosses banques privées françaises, il y a plein de responsables bancaires qui sont en train de manger du caviar. J'ai été invité à l'époque parce que je dirigeais une banque en ligne. Et il y a un mec d'une banque privée qui, avec une cuillère avec du caviar dans la main, c'est une caricature, rigole physiquement d'avoir pris en frais à un papy, je cite, l'équivalent d'une Ferrari, neuve. Il précise, ce connard. Là, je leur ai expliqué que la transparence digitale allait tous les tuer, qu'ils étaient déjà morts, mais qu'ils ne le savaient pas. J'ai plus été invité après. Plus de caviar. Non, j'ai plus été invité, mais c'est pas grave. Tous ceux qui vous disent qu'ils vont gérer votre argent et faire mieux que la bourse, faire mieux que la croissance, ils vous mentent. Et non seulement ils vous mentent, mais en plus c'est public. C'est démontré. C'est-à-dire que les fonds gérés activement, que votre banquier va vous vendre, puisqu'il y a 2% de frais dedans, tous les ans. Donc si tu investis pendant 20 ans, ce qui est le principe quand même, tu payes 100% de frais. Un mec qui met 5 000 euros pendant 20 ans dans un fonds d'investissement classique dans son assurance vie, il va payer 5 500 euros de frais sur 20 ans. Donc, Alors j'espère que du coup, il y a des super performances, ou pas? 95% des fonds gérés par des êtres humains font moins bien que le S&P 500 ou le CAC 40. C'est-à-dire qu'en fait, tu investis dans le CAC 40 tous les mois depuis la création du CAC 40. Pas besoin de connaissances particulières, j'imagine, du coup. Aucune connaissance à avoir. Tu te dis juste, j'investis sur la bourse française, des petites sommes tous les mois. Celui qui fait ça depuis la création du CAC 40, il a fait 7% par an. Mais il n'a pas payé de frais. Et Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit? L'immense majorité de la population, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est acheter des indices un petit peu tous les mois, sans regarder pendant longtemps. C'est aussi simple que ça. Donc la vérité, c'est qu'il y a une acculturation complète de la population à faire,
Parce que tous les réflexes financiers qu'on vous a inculqués, pas à vous, Gen Z, mais aux autres, sont des mensonges. Moi, il m'a fallu 10 ans de boulot pour commencer à m'en apercevoir, pour m'extraire de ce truc-là. Il y a un complexe par rapport à l'argent dans la capacité à le gérer soi-même. Parce que ça fait 50 ans que le marketing financier nous dit « Surtout ne gérez pas vous-même, vous n'allez pas y arriver, laissez-nous faire. Ce sera mieux. » Il y a, dans cette ancienne manière de penser, on va dire, où on le donne à quelqu'un d'autre en espérant qu'il s'en occupe mieux que nous. Mais pour autant, ça avait, entre guillemets, un avantage, c'est que on n'avait pas le poids mental d'avoir la responsabilité de ses finances. Et c'est bête, mais j'imagine que d'un coup, quand c'est toi qui appuie sur le bouton acheter ou vendre sur des objets financiers, et ça fait peur. Comment avoir une gestion apaisée finalement de sa thune? Investir, c'est pas spéculer. Ce que tu viens de décrire, et ce que les gens ont en tête quand on leur dit gérer votre argent, gérer votre épargne, les mecs, ils s'imaginent avec 8 écrans, les 4 bourses en même temps. Putain, est-ce que j'achète Tesla dans 2 heures ou maintenant, tu vois? Mais ça, c'est pas ça, en fait, investir. Ça, c'est spéculer. Essayer d'acheter bas pour vendre haut et gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible. Donc, il n'y a pas de stress particulier à avoir. La seule chose qu'il faut faire, c'est respecter quelques règles. On investit tous, en fait, dans notre santé, dans nos gamins, dans notre morale. Donc, en fait, investir, il faut respecter 3 règles. Il faut investir à long terme. Il faut investir de manière diversifiée. C'est-à-dire, on met pas tous ses œufs dans le même panier. La 3e règle, c'est de jamais tout mettre d'un coup. Et ça, c'est pas du tout connu. Tout le monde le fait sur son livret A. C'est possible de faire la même chose avec la bourse, en fait. Et c'est même recommandé. La bourse, si t'achètes un petit peu tous les mois, tu lisses complètement la performance à long terme. Et ça, personne ne vous l'a jamais dit. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que du coup, c'est mieux de faire ça que de le mettre sur un livret A. Le livret A, tu es sûr de perdre de l'argent, puisque le livret A, il te rapporte 3%. Mais c'est moins que l'inflation. Mais c'est beaucoup moins que l'inflation. Parce que l'argent, sur les comptes, il dort pas. Il meurt. La seule utilité du livret A, c'est pour laisser dessus 2 à 3 mois de revenus, comme épargne qu'on appelle de précaution, épargne d'urgence. C'est hyper important d'avoir ça. Okay. Mais c'est tout. Et donc, tous les gens qui ont maxé un livret A au plafond, au maximum, c'est une folie. Enfin, c'est une absurdité totale. Sinon, t'investis un petit peu tous les mois. Les 50 € que tu mettais sur ton livret A, une fois que t'as 2 ou 3 mois de revenus, tu les mets en bourse. Tu sais pas quelle action acheter, c'est normal. Moi non plus. Personne sait. Achète-les toutes. Ça s'appelle un ETF Monde. Et ça, il n'y a pas les 2% de frais dedans. Ouais. Donc, tu as vraiment la performance. Ça, personne l'a jamais dit aux Français pour une simple raison. Il faut avoir des volumes énormes en tant qu'entreprise pour gagner de l'argent avec ça. Parce que les ETF, il y a très peu de frais dedans, parce que c'est des produits hyper simples. Il n'y a pas de raison de prendre 2% aux gens. Personne n'a cru qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Et moi, il y a 4 ans, je pensais pas non plus. On l'a fait. Donc, c'est que c'est possible. Et c'est bien, parce que ça met à disposition des gens un système pour investir et épargner qui améliore leur rendement net à long terme. Voilà. Moi, ce que je voulais préciser, justement, c'était comment vous gagnez de l'argent. Alors, tu me dis si je dis des bêtises, mais c'est 1 € de frais sur une transaction, mais sur un plan d'investissement programmé, c'est 0. Et avec ça, sur le volume, je sais pas comment, mais vous en sortez, en fait. Pour l'anecdote, moi, j'ai démissionné de 2 boîtes financières ces 10 dernières années pour des raisons éthiques. Et quand Trade Republic m'a appelé, c'était une boîte allemande il y a 3 ans, pour lancer en France. Je suis été consultant pour eux pendant 3 mois. Parce que avant de signer un CDI, j'ai creusé tous les contrats avec les gros fournisseurs, j'ai creusé le business model, je suis allé voir les partenaires, et j'ai signé parce que j'ai rien trouvé. Franchement, moi je me dis, en tant que dev, ça a l'air marrant, n'empêche. Enfin, il y a évidemment... Il y a du challenge. Il y a du challenge. C'est hyper excitant. de la finance, mais... C'est hyper excitant. J'en profite pour dire qu'on recrute massivement des développeurs. Donc s'il y en a dans l'audience, traderepublic.fr. Et c'est quoi comme, pour le dire, c'est quoi comme techno, à quoi on s'attend en postulant? technique. Ouais, c'est ça. Alors, c'est avant tout une application mobile, Trade Republic. C'est, comme on disait, Kotlin, Apple, Kotlin natif. Et du natif, c'est ça. Et puis on est, ce qui est génial quand t'as une boîte qui est récente, parce que Trade Republic, faut oublier que son premier client, c'était en février 2019. Aujourd'hui, on est la première plateforme d'épargne en Europe. Donc c'est... La première? Ouais. Ouais. Ah ouais? Non, je savais pas. Et on communique, en fait, je vais vous dire un petit secret, on communique très peu sur nos résultats. Parce qu'en fait, on est en train de faire quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à présent, qui est d'apporter une vraie nouveauté pan-européenne significative en divisant par 10 les coûts pour l'épargne des gens. Et en le faisant avec une boîte qui est profitable. Moi, je considère que le résultat de Trade Republic, c'est un truc super sexy qui s'appelle le taux de remplacement. Quand tu pars à la retraite, tu sais combien tu vas toucher à la retraite en fonction de ton dernier salaire. En général, on dit que quelqu'un qui gagne à la retraite 80% ou 70% de son dernier salaire, c'est bien. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de 2040, ce sera plus 80% comme aujourd'hui,
ce sera 60%. Et à partir de 2050, ce sera 50%. Et ça, c'est inévitable parce que c'est la démographie. La population vieillit radicalement en Europe. C'est une bonne nouvelle individuellement. Collectivement, on est sérieusement dans la merde à cause de ça. Parce que les grands-parents de demain, s'ils font rien pour eux-mêmes, ils pourront plus financer en fait leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ça, c'est au cœur du pacte social européen, quoi. Ça aurait pu marcher s'il y avait de la croissance, mais... Mon indicateur à moi, non, ça aurait... de croissance démographique. Ça pourrait marcher aussi si les banques n'avaient pas prélevé 2% par an sur l'épargne des gens depuis 50 ans. Ouais. Parce que fais le calcul, 2% de 5 000 milliards d'euros tous les ans. C'est pas une industrie, c'est le casse du siècle. Et on nous dit rien sur le fait qu'il y a des gens qui perdent notre argent et qu'on les paye 2% de 5 000 milliards d'euros tous les ans pour ça. C'est le plus gros scam du siècle, c'est la gestion financière. Et à propos de gestion d'argent, on avait reçu quelqu'un récemment qui a levé 600 000 euros sur son projet révolutionnaire de génération de jeux en 3D. Il est venu nous dévoiler toutes ses strates, c'était très intéressant dans cette vidéo.